Dans un climat économique et géopolitique mondial particulièrement tendu, le conglomérat de produits de consommation Procter & Gamble a démontré sa résilience. Bien que les résultats du troisième trimestre fiscal clos en mars témoignent d'une progression modeste, l'entreprise met en œuvre une série de mesures stratégiques pour solidifier ses acquis et préparer le terrain à une croissance future. Au cours du dernier trimestre, P&G a enregistré une légère hausse de 1% de son bénéfice par action. Une performance qui atteint 3% si l'on exclut les fluctuations des taux de change. Cependant, le chiffre d'affaires global a connu un recul de 2% par rapport à l'année précédente. Néanmoins, un indicateur clé révèle la solidité sous-jacente du groupe, à savoir les ventes organiques. Celles-ci qui permettent de mesurer la performance réelle de l'entreprise en neutralisant les effets de change et les variations de portefeuille ont progressé de 1%. Ce chiffre, bien que modeste, est significatif. Il démontre que l'entreprise, malgré un environnement commercial volatile, P&G a réussi à maintenir ou même à faire croître ses ventes dans 7 de ses 10 catégories de produits, signe que la fidélité des consommateurs est toujours présente, surtout pour ses marques phares comme Tide, Pampers ou Gillette. P&G ne cache pas les défis auxquels il est confronté en date d'aujourd'hui. Le ralentissement macroéconomique pèse sur le moral des consommateurs qui pourraient réduire leurs dépenses pour des produits de marque. Et j'en ai parlé dans la note d'analyse sectorielle pour l'industrie ici de la grande distribution. Tout ce qui concerne ici les Walmart, les Costco, les Target. Et je pense que j'en ai déjà également parlé sur cette chaîne-ci. Enfin, c'est pas comme si j'en ai 50 non plus. Mais dans une analyse sectorielle, j'ai déjà mentionné que la tendance est, surtout en période difficile, et au niveau... les consommateurs favorisent plus les marques distributeurs, qui sont généralement moins chères que les produits de marque. Donc, dites-vous ici que pour les produits Tide, il y a une alternative marque distributeur. Pour les produits Pampers, il y a une alternative marque distributeur. En tout cas, même du Coca-Cola, du Pepsi et j'en passe, il y a toujours des alternatives marques distributeurs. Ce qui est un avantage pour les entreprises comme Walmart, Costco, Target et j'en passe. Pourquoi? Parce que les marques distributeurs, généralement, les marges sont plus élevées. C'est important de comprendre la dynamique sectorielle. D'accord? Donc, à cela s'ajoutent des tensions géopolitiques croissantes et la faiblesse de certaines devises qui risquent d'impacter les résultats provenant des marchés internationaux. Et je rappelle ici que Procter & Gamble, son avantage concurrentiel, c'est généralement ici la perception de valeur de ces différentes marques de produits dépendamment des catégories. Mais également, Procter & Gamble vend ses produits où? Dans des Walmart, dans des Carrefour, dans des Target, dans des Costco, et j'en passe. Et ces mêmes entreprises sont nos concurrents. Vous voyez? Ça met sous pression la croissance des marges, la croissance ici du chiffre d'affaires, ainsi que la croissance ou bien la stabilité des marges de bénéficiaires. Et donc, quand vous avez une entreprise pareille dans ce genre d'industrie, vous devez comprendre qui arrive à maintenir une croissance modeste malgré un environnement concurrentiel de plus en plus, on va dire de plus en plus dynamique, c'est déjà un bon point. C'est généralement qu'on a tendance ici à penser que toutes les entreprises doivent croître ici de l'ordre de 15, 20, 30, 40%. P&G est une entreprise mature. Et combien est-ce qu'on paye pour une entreprise mature? Quels soient les bénéfices grand max. On va arriver au niveau de l'évaluation, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des questions par rapport à pourquoi je choisis 15 soit sur X industrie ou bien sur Y industrie, retenez que dimanche prochain, nous avons un live au sein du Club Top Invest. Tous les liens sont en description de la vidéo. Okay? Si vous avez des questions liées au stock picking, je vais y répondre pendant X heures. Tant qu'il y aura des questions, je serai là pour y répondre. La vidéo ne sera pas sur YouTube, je le rappelle. Okay? Donc, sur le front opérationnel, la hausse des coûts des matières premières, les perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement et l'impact de nouvelles barrières tarifaires sont autant de pressions qui pèsent sur la rentabilité.
Dans ce climat difficile, la direction anticipe que pour l'ensemble de l'année fiscale 2025, le chiffre d'affaires devrait rester stable par rapport à l'année dernière, par rapport à 2024. OK? Donc, tandis que les bénéfices pourraient croître d'environ 3%. Vous allez me dire, mais comment est-ce que le chiffre d'affaires reste stable et les bénéfices ont tendance à croître de 3%? C'est une question que je vous pose. Quelle est la logique derrière? Qu'est-ce qui pourrait pousser les bénéfices à croître alors que les revenus sont plutôt stables? Laissez-moi savoir en commentaire, parce qu'on ne peut pas tout vous dire non plus. Vous êtes des stock pickers, oui ou non? Si c'est le cas, alors la première question à se poser, c'est pourquoi, comment, et y répondre en prenant ici vos tableaux, vos différents rapports financiers, enfin, ici en l'occurrence des états financiers, et essayer de regarder d'où est-ce que pourrait provenir la différence entre la croissance du chiffre d'affaires et la croissance des bénéfices. Parce que les deux ne vont pas toujours dans le même sens. OK? Ou bien non, pas toujours. L'impact n'est pas toujours le même. Vous pouvez avoir une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 100% alors qu'on a des bénéfices décroissants de l'ordre de moins 100%. Oui, c'est possible. Donc, laissez-moi savoir en commentaire. Et si vous ne connaissez pas la réponse, ne vous inquiétez pas. Le live du dimanche prochain, je pourrai y répondre si vous me posez la question. Donc, face à ces vents contraires, P&G ne reste pas inactif. L'entreprise a déployé un arsenal de mesures destinées à contrer ces effets négatifs. Des efforts continus sont menés pour améliorer les marges, augmenter la productivité et optimiser la structure de l'entreprise. Cette initiative devrait porter leurs fruits dans les mois à venir. Attention, ça reste encore en termes de prévision. Okay? De plus, une politique de prix rigoureuse vise à compenser la hausse des coûts d'exploitation et l'impact des tarifs douaniers, protégeant ainsi la rentabilité. Pour faire simple, pricing power, on va avoir tendance à l'exercer. En parallèle, comme je dis toujours ici, attention, c'est bien d'augmenter les prix. Est-ce que les volumes suivent? L'avenir nous le dira. En parallèle, P&G continue d'investir massivement dans ses marques et dans le développement de nouveaux produits. Ça veut dire quoi concrètement? Publicité plus augmentation de la recherche et développement. Aussi simple que ça. L'objectif est clair. Gagner des parts de marché en proposant des innovations qui justifient la valeur de ces produits aux yeux des consommateurs, donc qui justifient des prix plus élevés. Attention, c'est cette stratégie de fond qui devrait permettre au groupe de retrouver une dynamique plus franche dès l'exercice fiscal 2026, pour lequel une croissance modérée de l'ordre de quelques pourcents est anticipée pour les ventes et les profits. Donc, vous avez le tableau général de P&G. Lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences call. Doutez de tout. OK? Parce que sur cette chaîne, nous voulons uniquement des personnes qui sont prêtes à aller au-delà des chiffres présentés par le marché. Et maintenant, une fois qu'on a mis tout ceci dans son contexte, on va aller dans les chiffres. Combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre d'entreprise? Moi, je vous ai déjà donné ma réponse. Idéalement, j'aimerais payer 15 fois les bénéfices pour Procter & Gamble. Pas plus que ça. Ça, c'est mon prix idéal. Et je dis toujours aux gens, je fixe mon prix d'achat. Si l'entreprise vient me chercher à ce niveau-là, je sais qu'il y a un problème. Et si le problème est temporaire, tant mieux. S'il est durable, je passe ma route. OK? Donc aujourd'hui, P&G, le marché paye 23 fois les bénéfices actuels. Peut-être même plus que ça. En moyenne, c'est 20 fois les bénéfices. Si on prend la période depuis 2004 à aujourd'hui, c'est 20 fois les bénéfices. Et vous voulez que moi, je paye plus que 20 fois les bénéfices? Qui est fou? En tout cas, pas moi. Alors, ce que je fais, c'est que, retournons l'équation. On me demande, parce que c'est ça en fait, de payer en date d'aujourd'hui 7,50 $, s'il vous plaît, 7,48 $, 7,50 $, c'est la même chose. On n'est pas là pour chercher la précision. On va avoir le moins de tort possible. 7,50 $ par rapport au prix actuel à 159 $, ça donne un rendement de 4,71%. Soit un peu, on va voir ici que le PER va être situé entre 20 et 25 fois les bénéfices. Si vous voulez chercher, c'est quoi le PER ici en prenant 4,71, on prend 100 divisé par 4,71, ça donne à peu près aux alentours de 21 fois les bénéfices. Je prends 20 fois les bénéfices, pas plus que ça. Tu veux payer plus, tant mieux. OK? 20 fois les bénéfices ici,
Sur une entreprise qui a tendance à être assez prévisible, 90% du temps, les analystes ont raison. On regarde également ici par rapport aux tendances d'estimation. 7,89$ il y a 6 mois, 7,48$ sur les derniers mois. Les dernières semaines, en tout cas, les dernières prévisions. Par rapport à 2026, 7,40$. Aujourd'hui, c'est 7$. Par rapport à 2025, 6,94$ il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 6,68$. Donc, vous voyez que, oui, le marché est optimiste, mais il est de moins en moins. Et je rappelle ici que son année fiscale 2025 se termine dans 3 jours, parce que je tourne cette vidéo le 26 du mois de juin 2025. Donc, à partir du 30 du mois de juin 2025, elle sera sur son exercice fiscal 2026. Donc, sur cette compagnie, en date d'aujourd'hui, vous remarquez ici que les analystes sont certes optimistes, mais de moins en moins. C'est pour ça que quand on prend des prévisions, ça reste une estimation. Dans 6 mois, ça pourrait peut-être être 7$. Ici, 6,50$. Le plus important pour moi, c'est qu'on arrive à peu près à maintenir le même niveau de bénéfice net qu'en 2014. C'est important. Donc aujourd'hui, je paye 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Ça correspond à combien? 20 fois les bénéfices de 2027, ça correspond à peu près à 150$ l'action. Moins la dette nette que j'enlève toujours, sauf si je paye 10 fois les bénéfices. Donc, ça donne combien ici? Moins la dette nette, on a une dette nette de 10$. Donc, on a 150$, moins 10$, ça donne à peu près combien? Ça donne aux alentours de 140$ l'action. C'est mon prix. Aujourd'hui, c'est 160 ou 159. Pour moi, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Tu vas me dire, oui, mais c'est 160 aujourd'hui, alors que tu mentionnes 140. Ça veut dire qu'elle est surévaluée. Surévaluation est relative, les amis. Vous ne pouvez pas chipoter pour une différence ici de moins de... On a quoi? Moins de 20% de différence? Ça ne change pas grand-chose. Dans tous les cas de figure, je n'ai pas de marge de sécurité ici. En achetant cette entreprise-ci au prix actuel, les bénéfices pourraient décroître demain. On n'est pas à l'abri d'une quelconque inflation ou je ne sais pas quoi. Donc, je veux me protéger au maximum. Mon prix d'achat sera situé aux alentours de 100$ par là. Si PNG vient me chercher en dessous des 100$, on pourrait commencer à y réfléchir. D'accord? Mais après, vous payez ce que vous voulez. C'est une entreprise qui distribue aujourd'hui 2,66% en termes de dividendes. Elle pourrait aller à 4,71$ si possible, si elle arrive à générer 7,48$. Donc, je connais déjà le plafond de verre. Je ne vais pas, excusez-moi du terme, me masturber avec des termes comme, oui, la croissance des dividendes de l'ordre de 20% en moyenne sur les 5 dernières années. Donc, si j'extrapole, voilà ce que ça va donner. Non, 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 non. Vous remettez tout ceci dans son contexte. Le plafond de verre est à 4,11%. Aujourd'hui, c'est 2,66. Il y a de grandes chances que ça continue à croître. Rachat d'actions, distribution de dividendes, les deux vont dans le même sens. Donc, mon rôle ici est de déterminer si l'entreprise a les moyens de payer ce dividende-là. Et on paye le dividende avec quoi? Les free cash flow, qui vont dans le même sens que les bénéfices nets ajustés ici. Donc, il n'y a pas une grosse différence. J'aime ça. Donc, je vais dans ma watchlist, parce que Procter & Gamble mérite une place dans ma watchlist. On a déjà parlé de cette compagnie plusieurs fois. OK? Donc, la dernière analyse ici, l'entreprise était aux alentours de 147$ l'action. Aujourd'hui, je mettrais aux alentours de 140. 147, 100, ça, pour moi, c'est même la même chose dans tous les cas de figure. Donc, je vais actualiser la page. On va aller directement au niveau de Consumer Staple, qui est le secteur d'activité. Donc, ici, je vais d'abord fermer ceci. Je rappelle ici que vous avez accès à la watchlist en description de la vidéo. Vous avez un lien par rapport à ça. C'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne, si vous aimez bien ce que Top Invest fait. Après, c'est à vous de voir. Ça vous concerne. Donc ici, je vais aller au niveau de The Procter & Gamble. Je modifie 140$. L'avantage de la watchlist, c'est que vous pouvez savoir quel est le target price que Thierry a utilisé. Faut également avoir la date de la vidéo disponible, de telle sorte que c'est plus facile pour vous de faire des recherches en allant voir sur YouTube qu'est-ce que les gens pensent par rapport à cette compagnie-là, non seulement au niveau des chiffres, mais au-delà des chiffres. Et je rappelle ici que la situation actuelle de Procter pourrait
s'améliorer dans le futur ou bien empirer. C'est la raison pour laquelle il faut suivre ces dossiers trimestre après trimestre, d'où la raison pour laquelle je préfère nettement les notes d'analyse. Je ne paye pas n'importe combien, dépendamment du type d'entreprise, je ne vais pas avoir tendance à payer le même niveau de multiple que le marché paye en date d'aujourd'hui, surtout pour une croissance pareille. Vous connaissez mon prix, c'est à moins de 100 $. Si P&G vient nous chercher en dessous des 100 $, idéalement même aux alentours des 80, entre 80 et 100, c'est magnifique. OK? On peut acheter matin, midi et soir. Mais au prix actuel, je n'ai pas de marge de sécurité, mais je ne pourrais pas dire ici que l'entreprise est surévaluée. Non, pour moi, elle est correctement évaluée, mais ça anticipe déjà une certaine croissance pour le futur. Maintenant, à vous de voir par rapport au risque que vous choisissez prendre, si ça en vaut la peine. OK? Donc, n'oubliez pas, dimanche prochain, on a un live pour ceux qui ont des questions concernant le stock picking de manière générale. Je répondrai à toutes vos questions sur le stock picking. OK? Pour ceux qui auront tendance ici à me les poser de manière générale. Donc, si P&G vous intéresse, même au prix actuel, ça vous regarde. Je ne suis pas là pour vous dissuader d'un quelconque investissement sur P&G. Lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences calls et faites-vous votre propre avis. Personne n'est mieux placé que vous pour investir avec conviction. OK? Faites le travail nécessaire. Et si vous pensez que c'est sous-évalué ou bien que vous avez une opportunité, je ne sais pas quoi, je ne connais pas vos objectifs financiers. De manière générale, tant mieux pour vous. Mais vous y avez investi en connaissance de cause. Donc, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Maintenant, pour le reste, like, abonnement, machin, truc, faites ce que vous voulez derrière. Ça ne sert à rien de le rappeler matin, midi, soir sur chacune des vidéos. Merci, au revoir.